Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous terminons le chapitre précédent par un extrait d'une lettre de Pédis à Monseigneur Mistrangelo, qui était archevêque de Florence. Cette lettre est du 23 février 1910. Alors pour conclure les échanges du cardinal Maffy dans la question du journalisme catholique, voici donc un extrait d'une lettre de Saint Pédis pour prouver que la doléance qui était tant de fois répétée que les journaux du Trust étaient prêts à obéir et que ce fut une erreur de n'avoir pas cherché à les amener dans l'orbite d'un journalisme purement catholique, que cette doléance tant de fois répétée était injuste. Le cardinal Méry-Delval, secrétaire d'État, dans la lettre précédente, disait qu'il avait tenté plusieurs fois et inutilement de donner des conseils. Et ici, c'est le pape lui-même qui, à propos du Corriere d'Italia, dit avoir souvent fait des observations sans pourtant être jamais écouté. Voici l'extrait de cette lettre. Je ne cite pas tout, mais je mets l'essentiel. Je vous rends la lettre du chanoine du Vatican. Il s'agit de Monseigneur Ugo Boncompagni, Ludovisi, défenseur du Corriere d'Italia. Je vous rends la lettre du chanoine du Vatican qui, avec la seule crainte que la brochure puisse toucher aussi il Corriere d'Italia, montre la faiblesse de qui a conscience d'avoir fait à l'Unità Cattolica une guerre déloyale et de ne pas être sûr des principes que professe son journal. Quant aux affirmations de bénédiction et d'encouragement données au Corriere d'Italia, celui qui écrit n'a jamais dit un seul mot de satisfaction, mais a souvent, au contraire, fait des remarques, sans être cependant jamais écouté. Alors, nous abordons maintenant la question de Pédis et l'Unità Cattolica. L'Unità Cattolica étant un journal qu'on a qualifié d'intransigeant, sinon d'intégriste à l'époque, dans la lutte contre le modernisme. Alors, parmi les critiques qui ont été adressées à Pédis durant son pontificat, il y en a une qui est répétée plusieurs fois dans les procès, à savoir celle d'avoir permis que la presse dite intégriste ou intransigeante ait pu attaquer impunément des personnes et des instituts ecclésiastiques au dommage de la paix, de la charité et de la justice. Et un des journaux les plus critiqués sur ce point, et donc le plus mal vu, était l'Unità Cattolica de Florence. Alors, dans les archives de l'archevêché florentin se trouve un dossier comportant 25 lettres de la main de Pédis à Monseigneur Mistrangelo, archevêque de Florence, qui vont du 24 juin 1907 au 10 décembre 1911 et qui embrasse donc toute la période la plus intense de la lutte antimoderniste et par conséquent des attaques critiques venant de cette presse. Il faut savoir que le journal l'Unità Cattolica naquit à Turin en 1863 grâce à Don Giacomo Margotti, qui est né en 1823 et mort en 1887, qui, en 1848,
avait fondé à Turin le quotidien typiquement catholique qui s'intitule l'Harmonia et qui fut supprimé par ordre de Cavour en 1859. Alors, l'Unità Cattolica, quant à son inspiration purement catholique, était la continuation de ce journal, l'Harmonia. Après 30 années de vie turinoise, l'Unità Cattolica fut transférée à Florence le 1er janvier 1893. Elle y cessa sa vie belliqueuse le 10 septembre 1929. Alors, c'était un journal ferme sur la base de la doctrine et de la tradition catholique. L'Unità eut tendance à combattre le libéralisme doctrinal et le libéralisme politique. En 1907, les héritiers Margotti cédèrent tous les droits de propriété sur le journal au Saint-Siège. Et Pie X confia à son tour le journal à 4 archevêques de Toscane. 2 d'entre eux n'étaient pas cardinaux, l'archevêque de Florence et celui de Sienne. Et puis 2 l'étaient, Maffi à Pise et Lorenzelli à Lucche, nommés tous deux lors du consistoire du 15 avril 1907. Et ce fut ainsi que le cardinal Maffi reçut les fonctions de directeur. Cependant, Pie X s'aperçut bien vite qu'une surveillance générale du journal ne suffisait pas, mais que, étant donné aussi la lutte acharnée qui était devenue plus âpre encore en ces années-là, une surveillance immédiate et continue de l'autorité ecclésiastique locale devenait nécessaire. C'est pour cela que le 8 mai 1908, sans rien supprimer à la charge que l'éminentissime cardinal archevêque de Pise, en tant que représentant de l'épiscopat toscan, a reçu et continue à exercer pour l'Unità Cattolica, chargea-t-il l'archevêque de Florence d'assurer sur ce même journal une surveillance immédiate et particulière. Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi cette surveillance. On va comprendre après. Or, en analysant les nombreuses lettres adressées par la suite à Monseigneur Mistrangelo, en tant que chargé d'une surveillance particulière de l'Unità, on relève, premièrement, que Pie X s'intéressait continuellement et positivement au journal, parce qu'il voyait dans ce journal une utilité profonde dans son caractère de défenseur déclaré des principes saints. Et il répétait souvent que c'était une petite lumière au milieu de tant de ténèbres, une sentinelle avancée qui donnait l'alarme. Ensuite, on relève que Pie X voulait cependant que la direction et la rédaction dépendassent en tout de l'archevêque. Et qu'ils ne déclarent pas à tout moment que leur mission vient du pape, parce que le pape ne leur a réellement donné aucun mandat. Et puis à Don Cavaglianti, ensuite, directeur de l'Unità, vous aurez la bonté de faire savoir que le pape lui a dit et fait dire 1000 fois qu'il doit dépendre en tout de Monseigneur l'archevêque et suivre ses conseils. Donc il veut là, que la direction et la rédaction dépendent en tout de l'archevêque. Ça, c'est pour éviter des débordements. Enfin, et c'est là le point le plus important peut-être, justement pour contrer toutes les accusations contre Pie X dans les procès, Pie X insiste continuellement sur la modération et la nécessité de combattre les erreurs et de respecter les personnes. Que l'on combatte les erreurs, mais sans toucher aux personnes.
d'où cette surveillance qu'il veut et qu'il considère comme nécessaire. Donc il soutient totalement ce journal comme étant un défenseur de la foi, mais on verra qu'il y a eu des exagérations, des outrances et surtout des attaques de personnes. La recommandation à deux totes, dont on reparlera à la fin de la rédaction de l'UNITA, la recommandation à deux totes d'avoir toute la prudence nécessaire et de n'expédier aucune lettre, en particulier aux évêques et à d'autres personnes remarquables, sans l'avoir faite voir, ou au moins sans avoir laissé passer une nuit dessus, ne sera jamais trop excessive, dit Pilice. Dans une lettre, la lettre numéro 11, on va voir ces lettres après, on pourrait ajouter encore que je suis écœuré, dit Saint Pilice, chaque fois que je vois des personnes très respectables attaquées, ou même seulement quand je vois des noms qui doivent être tus, et que finalement je pourrais un jour me fatiguer de l'UNITA et l'abandonner à son destin. Alors ces expressions et bien d'autres montrent clairement quelle a été la ligne de conduite de Pilice. Il veut soutenir le journal parce qu'il est utile à la défense des principes saints. Mais il veut qu'on évite les excès et surtout les attaques envers les personnes. Et c'est dans ce but qu'il veut que l'on dépende de tout de l'archevêque, pour éviter ces excès. Alors, s'il ne fut pas toujours obéi, il prit des mesures sévères. De Thot, par exemple, fut éloigné de la rédaction. Et il menaça même de supprimer le journal. Pilice. Les choses étant ainsi, on ne voit pas comment la conduite du serviteur de Dieu Pilice pourrait être critiquée, puisqu'elle a été très critiquée dans le procès de canonisation. Alors voilà les différentes lettres, évidemment elles ne sont pas complètes, j'ai pris simplement ce qui était le plus intéressant. Une lettre de Pilice au cardinal Maffy du 8 mars 1908. Il lui demande d'avoir la charité d'assumer dans l'Unita Catholica une surveillance immédiate et spéciale. La publication, assistée chaque jour et de près, pourra ainsi se poursuivre en sécurité et éviter ces écueils auxquels parfois même celui qui navigue avec les meilleures intentions de faire se blesse. Autre lettre du 13 mars, il remercie le cardinal Maffy du service qu'il est disposé à lui rendre, c'est-à-dire surveiller, diriger les rédacteurs de l'Unita Catholica, afin que ne se renouvellent pas les misères des jours passés, qui laissent des suites toujours funestes pour les journaux catholiques, qui, en unissant leurs forces, devraient défendre la cause commune. Ensuite, je suis d'avis que pour l'instant, on ne doit envoyer au rédacteur aucune lettre parce que cela prolongerait la controverse qui ne peut être oubliée qu'avec le silence. Ceci d'autant plus que nous n'avons pas choisi les rédacteurs parce que le pape, au nom de l'épiscopat toscan, a confié le journal à Monseigneur Buffalini et donc c'est à lui seul que devraient être adressées les lettres. Vous pourrez donc dire aux prêtres, de Thot et Cavaillanti, que l'on tient compte de leur travail, mais que, pour l'instant, on ne peut pas l'approuver, à cause de l'aphorisme connu, le mal provenant de quelque défaut que ce soit, parce qu'ils sont tombés, eux aussi, dans les défauts, en donnant aux polémiques un caractère subjectif et personnel. Je leur recommande de ne pas recueillir et de ne pas publier les potins qui leur sont rapportés, qu'ils ne déclarent pas à tout moment que leur mission vient du pape, parce que le pape ne leur a réellement donné aucun mandat, qu'ils soient prudents aussi en parlant, car les paroles volent, et prononcées avec les meilleures intentions,
leur sens est déformé par les intéressés qui travaillent à les discréditer pour voir le journal supprimé. On voit quand même une grande prudence. Dans une autre lettre du 2 novembre 1908, le pape dit qu'il a fait écrire à Monseigneur Buffalini pour qu'il inspire le courage des rédacteurs du journal en leur recommandant, les recommandations ne sont jamais excessives, de ne pas attaquer les personnes et de chercher tous les moyens pour les épargner. Autre lettre du 21 novembre 1908, à propos de l'Unità Cattolica, Saint Pilice écrit « Je suis disposé à vous aider autant que je pourrai, si vous marchez droit. Recommandez de nouveau à De Thot la modération. Que l'on combatte les erreurs, mais sans toucher aux personnes. » Ensuite, une lettre du 23 juillet 1909, Pilice exprime son contentement du choix de l'avocat Ernesto Calligari comme directeur de l'Unità Cattolica. Et concernant De Thot, il écrit « Avec De Thot, qui a obtenu tout ce qu'il a voulu, nous usons cependant de patience. Mais avec patience qu'on le décide à laisser le local de la rédaction, à remettre les documents et s'installer où l'on veut, sauf à Florence. » Lettre du 12 août 1909. J'ai vu l'excellent avocat Calligari et il m'a donné la meilleure impression. Cependant, il me semble rencontrer en lui l'homme de paix qui plaint beaucoup ses collègues en journalisme, Medda Roccadadria, et qui acquiesce tant qu'il s'agit de respecter les personnes. Mais je ne voudrais pas que par amour de la paix, on arrive à des transactions. Et que pour ne pas avoir de soucis, on diminue la véritable mission de l'Unità Cattolica, qui est de garder les principes, d'être une sentinelle avancée, capable de donner l'alarme, exactement comme loi du Capitole, et de réveiller les dormeurs. Dans ce cas, l'Unità Cattolica n'aurait plus sa raison d'être. À ce propos, les journaux ont déjà parlé comme d'une retraite de l'Unità, d'un changement de route, en attribuant ensuite au Vatican la nouvelle ligne du journal. Ce serait donc bien que vous fassiez, avec beaucoup de forme, ces réflexions à Calligari et que vous le persuadiez de ne pas se présenter pour le moment comme directeur du journal. Et puisque De Thot est parti, à ce qu'il me semble sans prendre congé, que Calligari écrive sans donner son nom pour éviter les commentaires des adversaires et de ceux des personnes plus ou moins bienveillantes qui ne seront jamais satisfaits, ce qui est impossible. Un dernier point, le bon Calligari me parlait aussi de la technique du journal et de la nécessité de l'agrandir. Je lui ai dit franchement que le format présent suffisait et qu'il était bon de maintenir la tradition aussi sur ce point. Aucune raison de construire un palais qu'on ne saurait comment occuper lorsqu'on peut habiter commodément dans la petite maison paternelle. C'est du beau style, hein? Ensuite, lettre du 22 août 1909. Je regrette de ne pouvoir donner raison à Don Cavaglianti. Mais la vérité doit être placée au-dessus de tout. Il n'est point vrai que je l'ai appelé à Rome, où il est venu spontanément après avoir demandé par lettre à Monseigneur Pescini si, en venant, il serait reçu en audience. Et lors de celle-ci, il se plaignit de la nomination de l'avocat Calligari et m'adressa aussi des plaintes de Monseigneur Buffalini en rapportant les appréciations faites par certains journaux sur la nouvelle ligne qu'aurait prise l'Unità. Je répondis que j'avais confiance dans les sentiments catholiques de Calligari et dans les promesses qu'il m'avait faites. À la suite de ceci, j'écris à votre Excellence
la lettre que vous avez ensuite communiquée à Calligari. Entre-temps, Cavaillanti, de retour à Florence, envoyait par express à Don Pescini les coupures de certains journaux qui, en annonçant la nomination de l'avocat Calligari, faisaient prévoir ouvertement un changement de direction dans l'Unità, et en demandant une réponse télégraphiée, il proposait de publier la déclaration suivante. Comme beaucoup de journaux parlent de changement de direction et de doctrine, en ce qui concerne l'Unità Cattolica, nous tenons à déclarer que le rédacteur en chef, Don Cavaillanti, exerce déjà depuis quelque temps la fonction de directeur provisoire, ce qui est une garantie pour nos amis que l'Unità Cattolica ne change rien et n'entend rien changer aux orientations qui sont et doivent être, comme par le passé, sincèrement papales. À la suite de cela, fut expédié le 13 août, à Don Cavaillanti, le télégramme suivant. Avons écrit hier, instruction supérieure, prenez accord avec lui, approuvons projet indiqué dans la dépêche, projet fait avec notre participation. Mais la déclaration, imprimée le 15, était bien différente de la formule qui, subordonnée à l'accord à prendre avec votre Excellence, avait été approuvée ici. Et après l'avoir lu, je me tranquillisais dans la certitude que tout avait été fait avec votre pleine approbation. Comme vous le voyez, il n'y a rien de vrai dans tout ce que dit Don Cavaillanti, qui s'est probablement laissé influencer par Monseigneur Buffalini, et peut-être aussi par De Toth. Avec ce qui précède, je crois maintenant que votre Excellence peut faire entendre un mot de doléance à Don Cavaillanti, doléance compatible avec le malheur récent qu'il a frappé, la mort de son frère, et que vous pouvez écrire à l'avocat Calligari que vous compatissez au départ de Cavaillanti, que rien n'est changé dans la lettre que vous lui avez écrite et que pour l'instant, il continue de publier les articles. Ensuite, tous deux, attendons les événements, et s'ils devaient être tous désagréables et coûteux, nous abandonnerions l'Unità à son destin. Autre lettre du 20 septembre 1909. Saint-Pédis exprime son regret que Don Cavaillanti, en qui j'avais placé notre confiance, plutôt que de confesser sa vanité, cherche à se justifier, en attribuant la responsabilité des erreurs commises jusqu'au pape lui-même. Mais tirons un voile sur ce passé de tant de misère. Et puisqu'en accord avec ce bon Calligari est désormais, puisqu'un accord avec ce bon Calligari est désormais impossible, du moins pour le moment, laissons-le seul à la direction du journal, et selon les résultats, nous prendrons ensuite les directions nécessaires. En attendant, portez en paix les ennuis et les difficultés. Lettre du 4 mai 1910. En recevant la présente lettre, vous saurez que tout s'est arrangé avec Monseigneur Soldi. Je serai d'avis que vous ne répondiez pas à Monsieur le chanoine, c'est-à-dire Monseigneur Ugo Boncompagni Ludovisi, chanoine de Saint-Pierre, et zélé défenseur du Corriere d'Italia, qui, avec une sagesse et une désinvolture princière, se fait l'avocat et le tuteur des journaux libéraux, en allant frapper à toutes les portes pour trouver de l'argent, ou que vous lui répondiez tout au plus de façon évasive. À Don Cavaillanti ensuite, vous aurez la bonté de faire savoir que le pape lui a dit et fait dire 1000 fois qu'il doit dépendre en tout de l'archevêque, de Monseigneur l'archevêque, et en suivre les conseils, et que la subordination qu'il affirme vis-à-vis de Rome, ce qui équivaut à personne, a vraiment une odeur de modernisme. Vous pourrez ajouter ensuite que je suis écœuré chaque fois que je vois attaquer des personnes très respectables, ou seulement des noms qui devraient être tus.
et que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, je pourrais un jour me fatiguer de l'UNITA et l'abandonner à son destin. En septembre 1910, le 9, dans une autre lettre, Pidis remercie les soins et les sollicitudes de Monseigneur Gini, du marquis Almerici et de Monseigneur Bertolotti, prodigués pour la pauvre Unità Cattolica et des secours apportés pour la maintenir en vie. Tous font une œuvre vraiment salutaire, en donnant du souffle à cette voix qui prêchera même dans le désert, mais qui a le mérite de tenir éveillés ceux qui voudraient dormir et ne pas être dérangés sur le chemin qu'ils parcourent. On avait déjà vu ça. Saint Pédis insiste beaucoup sur le maintien de ce journal parce que c'est une voix qui maintient éveillé. Puisque parmi les adversaires de cette voix, les libéraux, les modernistes, puisque nous devons malheureusement compter de nombreux ecclésiastiques, vous ferez œuvre de charité si, de la manière que vous croyez la plus opportune, vous recommandez à vos confrères de la Toscane cette pauvre petite lumière qui implore de ne pas être éteinte. Le 20 décembre 1910, à propos de l'UNITA, il écrit « Je vous remercie de vos soins et de vos sacrifices pour la pauvre Unità Cattolica, tellement persécutée. Quand on aura besoin de secours pour conserver cette petite lumière vivante, parmi tant de ténèbres, écrivez-moi toujours librement. » Et dernière année, 1911, lettre du 5 mai, au bon marquis Almerici, je n'ai fait que répéter ce que m'a dit votre Excellence, avec l'expression de ma gratitude pour ses prestations, que je suis content de l'Unità Cattolica et que j'espère que le directeur continuera à satisfaire tous ceux qui désirent la défense des principes catholiques sans sous-entendu. Lettre du 10 décembre 1911. Monseigneur l'évêque de Bergame, Monseigneur Radini Tedeschi, désire que soit faite une recommandation à Don Cavaglianti. Et je crois que celle d'être prudent ne lui fera pas de mal, ajoutée à celle que je lui ai déjà faite moi-même, les rares fois où je l'ai lu, où je l'ai vu, et que Don Bressan et Don Pescini lui ont faites plus souvent de ma part. D'user de modération, d'avoir tous les égards, surtout avec les évêques, pour ne pas m'obliger à le rappeler à son devoir. Ensuite, on pourrait dire à l'évêque de Bergame qu'il ne faut pas provoquer le journaliste en menant une guerre ouverte à l'Unità Cattolica, qu'on ne voudrait pas dans le diocèse et en voyant d'un mauvais œil des associés. Et que l'on n'a jamais su que l'évêque faisait sienne la cause de l'Écho, qui, ainsi que tout autre journal, que ce soit même dans les manières voulues, est sujet à la critique lorsqu'il ne marche pas droit. Qu'avec toute l'estime du clergé de Bergame, même là, il y a beaucoup de choses inutiles, et il suffit de dire que dans aucun autre diocèse, l'histoire de Duchesne, c'est-à-dire c'est une histoire ecclésiastique moderniste, ne fut si répandue et louée. Que finalement le désir de voir la petite lumière de l'UNITA éteinte et de rendre loi si importune, silencieuse, ne fait pas honneur à Bergame. Enfin, dernier document, c'est une lettre de Monseigneur de Toth, qui est intéressante. Elle est beaucoup plus tardive, puisqu'elle est de 1950, donc au moment du procès établi par Pie XII. Monseigneur de Toth écrit au commandeur Ferrata, qui est avocat de la cause. La lettre donc de Monseigneur de Toth confirme la sévérité dont a fait preuve Pie X à l'égard des rédacteurs de la presse intransigeante lorsqu'ils avaient commis des excès.
Et à l'avocat de la cause, donc, Monseigneur de Thot commence sa lettre. Vous désiriez connaître certains faits concrets prouvant la fermeté et l'indépendance avec lesquels Pidis se comportait toujours en ce qui concerne ceux-là même qu'il encourageait et soutenait dans la lutte qu'il menait contre l'hérésie moderniste. Et Monseigneur de Thot fut parmi ceux qui, pendant cette période tragique de la lutte antimoderniste, ont joui grandement de la confiance et de la bienveillance de Pidis. Et Pidis, tout en approuvant son travail et celui de ses collègues dans le périodique Les Harmonia della Fede, qu'il soutint et qu'il subventionna jusqu'à la fin, c'est-à-dire de 1905 à 1914, et dans l'Unità Cattolica, fut toujours très sévère. Lorsque nous avions failli dans les manières, ou lorsque nous avions mêlé la défense de la vérité même à un très léger subjectivisme, qui dans l'ardeur de la polémique ne manque jamais, ou tout au moins très difficilement. Et pour cela, en nous reprenant, et en connaissant l'hostilité et la malice des adversaires que nous avions en face de nous, Pidis nous plaignait et nous excusait. D'où la fable qu'il approuvait notre erreur et qu'il subissait notre influence. Tout ceci est faux, dit Monseigneur de Thot. C'est ce que nous montre le fait que, ayant personnellement dépassé les limites qu'imposait une juste réserve et un zèle nécessaire, Pidis éloigna de Thot de la direction du journal, à laquelle il l'avait placé au début. Donc c'est tout à l'honneur de Monseigneur de Thot d'avoir ces sentiments envers Pidis. Personne ne devait penser que le pape, en se taisant et en n'intervenant pas, approuvait les actes ou les expressions dignes, comme il dut le reconnaître, de désapprobation et de répréhension, cause d'une polémique croissante, même si la substance des faits restait intacte. Pidis, dit-il, écrit-il, homme de Dieu, ne sut jamais ce qu'était l'acception de personne. Et avec ses serviteurs les plus fidèles, il fut toujours plus sévère qu'envers personne d'autre. Ce qui se conçoit. On est plus sévère, souvent, avec ses amis. De lui et de son attitude, il voulait que nous apprenions le respect dû aux personnes investies d'une autorité dans l'Église, aux évêques en particulier, de l'honneur desquels il se montra toujours très jaloux. Et à ce propos, le père de Thot remarque, après avoir montré la sévérité dont il usait envers moi, sévérité qui m'ayant toujours mieux fait connaître le pontife me le fit aussi aimer davantage, qu'il me soit accordé de rappeler le reproche adressé à l'illustre Don Carlo Bonaccina, nom bien connu dans le domaine de la science historico-ecclésiastique, pour ses ouvrages continuant l'œuvre de Rorbacher. Rorbacher, c'est une... Nous, on l'a à la bibliothèque. C'est une histoire de l'Église en je ne sais pas combien de tomes, qui est immense. Continuant l'œuvre de Rorbacher, Ballan, écrivain comptant parmi les premiers et les plus estimés depuis l'époque de Léon XIII, dans l'Osservatore Cattolico, éminent collaborateur de l'Unità Cattolica et de Harmonia della Fede. Bonaccini avait cru possible de ne pas soumettre à son ordinaire diocésain, le cardinal Ferrari, le choix qui avait été fait de lui-même comme directeur d'un nouveau journal que l'on avait l'intention de lancer pour donner à Milan une feuille qui reprendrait dans ses publications les traditions de Caccia et d'Albertorio contre les tendances minimisantes, libérales et modernistes. Très rapidement, cette feuille avait fait l'objet d'une sévère admonition et d'une désapprobation de la part du Saint-Siège. Il faut ici rappeler l'attitude de Pidis
à l'égard du directeur de la très importante revue française, Critique du libéralisme, sans aucun doute la première parmi les publications qui servirent le mieux la cause de la vérité et les directions doctrinales et pratiques de Pidis en France dans la période très agitée du modernisme. Pidis aimait et estimait beaucoup l'abbé Barbier, qui était correspondant également de l'Unità Cattolica. L'abbé Barbier était donc le directeur de cette revue française Critique du libéralisme. Et il l'estimait et il l'aimait, cet abbé Barbier contre lequel vont s'aiguiser et s'exercer les flèches empoisonnées des libéraux et des modernistes de France et d'Allemagne. Malgré cela, Pidis fut très sévère envers lui, à cause de son comportement envers certaines autorités ecclésiastiques, qui trouvaient l'intransigeance de la critique exagérée et donc dangereuse et nuisible. Pour juger droitement et avec sérénité de tels événements, il faut se reporter à l'époque et aux circonstances dans lesquelles ils eurent lieu. Distingue les circonstances et tu t'entendras sur les lois. Ce proverbe aurait dû rester dans l'esprit de tous ceux qui crièrent et crient peut-être encore contre les audaces et les intempérances des écrivains antimodernistes. Qu'on se rappelle ceux qui crurent et s'obstinèrent à croire ces mêmes personnes favorisées ou couvertes ou subies avec une passivité ou une indulgence si excessive qu'elle eût semblé faiblesse chez le pontife, dont le premier et le plus sévère correcteur et juge fut toujours Pidis. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.